Révolution digitale, épisode 34. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site web pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui a décidé il y a quelques années de bousculer l'univers de l'aérospatial. Nous sommes en 2012 et il parie alors sur le potentiel des startups pour innover dans un milieu dominé par des géants industriels et lance Starbust Aerospace Accelerator. Cet incubateur, rapidement implanté dans plusieurs pays, devient le premier venture capitaliste dédié aux startups de l'aéronautique et de l'espace. Connecteur de talents et passionné de haute technologie, il a su imposer sa marque disruptrice et créative qui n'est pas sans rappeler le talent visionnaire d'un certain Elon Musk. Ses projets remarquables et sa ténacité lui valent d'occuper aujourd'hui une place incontournable dans le paysage aérospatial mondial et d'être notamment reçu en 2015 à la Maison Blanche. Un pas de plus vers son rêve de créer des passerelles entre les incubateurs français et américains qu'il anime dans ce secteur. Tribu Digitale, j'ai l'immense plaisir de vous emmener un peu plus près des étoiles avec notre invité du jour, François Chopard. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer ? Je vais essayer en tout cas. Alors, François, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner aussi un petit aperçu de votre vie personnelle et de votre background ? En deux mots, moi j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai toujours été passionné par l'aéronautique, par le spatial, par ce qui vole, par le déplacement et pouvoir aller de plus en plus vite sur n'importe quel point de la Terre. Donc j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là depuis 25 ans. Et avec un esprit entrepreneurial. Donc créer Starburst pour moi il y a 6 ans était une étape logique. Alors, j'ai lu quelque part sur Internet que enfant vous rêviez d'être Superman car il pouvait voler d'un continent à un autre. Est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera possible ? On n'en est pas loin, hein, surtout avec les projets d'Elon Musk, avec ses super fusées où en gros en 1 heure on peut être partout dans le monde. On y arrive. C'est ça qui est incroyable, hein, c'est que d'ici 10-15 ans, on pourra probablement faire Paris-Sydney en 1 heure ou San Francisco-Tokyo en 45 minutes. Alors peut-être même avec une des startups que vous incubez ou accélérez. Alors est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus alors au sujet de votre projet du moment sur Starbust ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord de quoi il s'agit, comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model ? Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des startups qui commencent à émerger, donc qui sont dans une phase d'amorçage, avec une bonne idée, une bonne technologie, de la propriété intellectuelle et une bonne équipe. On les accompagne pendant 1 an, 1 an et demi à emmener leur concept à travers le monde. On les aide à convaincre des industriels pour passer à l'étape suivante, qui est une étape de levée de fonds plus conséquente, autour de 10 millions de dollars, afin qu'ils puissent continuer leur projet, le mener à bien et faire voler ou envoyer dans les étoiles ce qui leur passionne.
Alors justement, l'industrie dans laquelle vous êtes impliqué, c'est quand même une industrie qui est traditionnellement assez monolithique, assez déjà phagocytée entre guillemets par des grosses entreprises. Alors comment est-ce qu'on peut percer dans le spatial lorsqu'on n'est pas un des grands acteurs industriels? Ce qu'on a vu, c'est que ces 15 dernières années, il y a un certain nombre d'entrepreneurs, on va dire plutôt américains, plutôt fortunés à la base, qui ont réussi. Alors ils l'ont pas fait tout seuls, ils l'ont fait à l'aide de venture capitalistes qui ont investi des centaines de millions dans chacun de ces projets, que ce soit des projets de fusée avec Elon Musk ou Jeff Bezos, des projets de constellation de satellites avec OneWeb ou Planet. Et donc ces premiers résultats ont montré que des financiers pouvaient gagner de l'argent à condition de miser sur des concepts en rupture forte avec des entrepreneurs forts et des entrepreneurs qui n'étaient pas forcément des experts du domaine, mais des entrepreneurs qui avaient une véritable passion et amour du secteur. Et donc sur cette base-là, on a vu du coup beaucoup plus d'entrepreneurs se lancer dans l'aventure, se dire que leurs idées folles pouvaient avoir une chance. Et comme tous ces entrepreneurs ne sont pas milliardaires, on est là pour les accompagner à avoir plus de traction et plus de crédibilité auprès des industriels existants, ainsi qu'auprès des investisseurs du domaine. Et alors, j'ai envie de vous demander aussi sur ce point-là, quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent chez les entrepreneurs ou dans les startups qui cherchent votre soutien? Est-ce que c'est plutôt du capital, c'est un problème d'infrastructure? Qu'est-ce qui revient le plus? Ce qu'on se rend compte, c'est que au final, fin du fin, c'est l'équipe qui est le plus important, et que ce qui manque souvent, on est souvent face à des ingénieurs avec des bonnes idées ou des bonnes technologies, mais qui manquent de business model, ou d'une manière de construire du revenu à court terme, et qui manquent aussi d'ambition, qui ont pas ou qui ont de temps en temps peur de voir plus large et plus gros que ce qu'ils avaient au départ. Parce que quand les idées sont suffisamment folles et les personnes, on va dire bonnes, on trouve du capital, on trouve de la ressource et on pousse les projets. C'était le cas récemment d'une startup qui s'appelle Boom, avec un entrepreneur qui n'était pas un expert du secteur, mais qui avait déjà gagné un peu d'argent dans d'autres entreprises, d'autres startups différentes, et qui s'est lancé dans la construction du nouveau Concorde, d'un avion supersonique de 50 places. Donc ça, c'est une des idées folles des startups que vous incubez, ou est-ce qu'il y a une idée encore plus folle? Ce qu'on se rend compte en ce moment, c'est que dans l'aéronautique, il y a à peu près 6 ou 7, on va dire, sous-domaines qui génèrent des idées folles. On va retrouver donc ce que je viens de dire, l'avion supersonique. Un certain nombre de startups veulent reconstruire le Concorde ou se déplacer plus vite. On va retrouver l'émergence de l'électrique, donc développer des avions pour le moment petits, électriques ou hybrides, pour faire du transport régional à moindre coût, et utiliser toutes les infrastructures d'aéroports sous-utilisées aux États-Unis mais ailleurs. Il y a toute une autre tendance autour du taxi volant électrique, poussé par Uber, mais alimenté par des centaines de startups à travers le monde, où on se déplacerait en voiture volante à décollage vertical, complètement électrique pour nos transports urbains. Et c'est vraiment quelque chose auquel on croit chez Starburst, et qui est en train d'émerger avec succès. Et ensuite, on va retrouver la conquête de l'espace. Un certain nombre de startups pensent que d'ici une dizaine d'années, c'est pas une station spatiale qui pourrait y avoir tourner autour de la Terre, mais plutôt une dizaine ou une centaine. C'est pas 10 personnes, mais entre 1000 et 10 000. Donc est-ce que dans 15 ans on vivra sur Mars? C'est pas sûr. Par contre, il y aura beaucoup plus de monde dans l'espace, pas très loin de la Terre, pour y faire tout un tas de choses. Construire des nouveaux produits qui sont bien plus performants dans un environnement où il n'y a pas de gravité, faire pousser des nouveaux types de plantes, des nouveaux médicaments. Voilà, on sera beaucoup plus à travailler dans l'espace, ça c'est sûr. Nous rentrons véritablement dans le futur. Alors, Tribu Digital, gardons ça à l'esprit et surtout gardez votre idée folle en tête, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de François, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Alors François,
Commençons par cette question que l'on appelle ici l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Cette envie d'entreprendre et de créer à la fois des produits d'entreprise, ça vient depuis l'adolescence. Hein. Donc c'est un rêve de gamin de pouvoir créer les produits qui me plaisaient et de le faire moi-même et pas au sein d'une entreprise. Après ça a pris un peu de temps. J'ai co-créé une première start-up lorsque j'avais 29 ans. Donc voilà, donc j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai commencé par travailler 5-6 ans dans des grands groupes, apprendre à gérer une entreprise, à la faire croître un peu. Il y a beaucoup de choses à apprendre au final avant de créer sa boîte. Et puis c'était le moment de la bulle internet, donc on a levé beaucoup d'argent, mais aussi on a perdu assez rapidement. Et donc je suis retourné dans un grand groupe, et puis 3 ans après j'ai recréé une entreprise qui s'est bien développée, mais c'était pas exactement ce que je voulais faire, donc je l'ai revendu, retourné dans un grand groupe, et puis il y a 6 ans je me suis dit que là c'était le moment c'était la bonne. Au bout de la 3e tentative, il fallait que ça marche, et j'ai pas trouvé le concept tout de suite, pour être honnête, mais il s'est affiné au fur et à mesure. Et là, 6 ans après, le concept de Starburst s'adapte encore, évolue. On voit notre business model quasiment tous les ans. On s'adapte à ce que les grands groupes recherchent, ce que les startups font, et donc c'est une évolution perpétuelle. Et alors, vous êtes lancé maintenant dans un domaine quand même où il y a des géants, un domaine qui n'est pas facile. Et bon, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, le chemin de la réussite, on dit souvent qu'il est semé d'embûches. Alors, François, est-ce que vous pouvez nous parler ici peut-être de votre pire moment en tant qu'entrepreneur, dans ce cheminement que vous avez eu? Alors, dans ce podcast, on parle souvent de l'échec chez les entrepreneurs. On rappelle souvent que dans certaines cultures, notamment chez les Américains, où vous êtes localisé, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de la réussite. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Je suis pas sûr que l'échec soit si valorisé que ça aux États-Unis. En fait, personne aime perdre, personne aime se tromper. Et donc ils en parlent probablement d'une manière différente qu'on peut en parler en France. C'est clair que c'est pas une honte, mais c'est jamais une bonne chose d'avoir planté une boîte ou de s'être gouré. On préfère quand même investir dans des entrepreneurs qui ont réussi par le passé, quoi. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite, je dirais que presque tous les jours on a des bonnes nouvelles, on a des mauvaises nouvelles, et il faut pouvoir prendre une 50aine ou une 100aine de décisions par jour sans avoir toutes les informations, sans savoir si on est juste ou pas. Et pour moi c'est ça qui est le plus dur en fait. C'est que au final tout repose sur nos épaules. On n'est pas sûr de prendre les décisions, on n'est pas sûr d'avoir bien réfléchi à tout. Et dans cette aventure entrepreneuriale, on peut se planter tous les jours. Je caricature un peu, mais ça peut s'arrêter tous les jours. Alors c'est vrai que si on me disait, si je repars 6 ans en arrière, et si on me dit est-ce que dans 6 ans tu veux être implanté partout dans le monde, être reconnu comme l'un des premiers accélérateurs industriels, et avoir la renommée qu'on a et les premiers succès, c'est clair que j'aurais signé tout de suite. Mais une fois qu'on est dedans, la tête plongée, on en veut toujours plus en fait. Et donc on a toujours 50 000 idées en tête de ce qu'on voudra améliorer, perfectionner. Et il faut prioriser. On peut pas tout faire. On a des limites. L'argent est une limite. On n'a pas un capital infini, et donc il faut prioriser en permanence. Alors, j'ai justement envie de vous demander, alors, c'est quoi votre truc pour prendre une bonne décision? C'est se fier à son intuition au final. C'est-à-dire que si une bonne décision, idéalement il faudrait réfléchir longtemps. On n'a pas le temps. Si on réfléchit un petit peu, on se plante. Et donc en général, la première intuition qu'on a est souvent la bonne. Et puis ensuite on apprend. C'est-à-dire que on prend des mauvaises décisions. L'objectif c'est de prendre une mauvaise décision une fois. Et face à des situations similaires, de pas se replanter à nouveau. Donc c'est ce qu'on essaye de faire modestement, mais c'est pas facile. Et alors,
est-ce qu'il y a quand même pas eu un moment, un moment particulier où vous avez peut-être senti avoir fait un échec ou quelque chose qui était difficile et dans votre progression? Est-ce que vous pouvez peut-être nous ramener à ce moment particulier? Oui, il y a 2 ans et demi, quand on a commencé à vouloir lever notre fonds d'investissement pour accompagner un peu plus nos startups dans leur développement, c'est clair que c'était une longue série de refus en fait. C'est comme une startup quand elle lève des fonds, il faut probablement avoir une 99 non pour un oui. Et donc c'est une longue traversée qui est pas finie, dans lequel on essuie énormément d'échecs et jusqu'à ce qu'il y ait une personne, une entreprise qui commence à dire oui, mais en attendant c'est des non. Tribu Digital, en tout cas, retenez bien ça. C'est important de pouvoir suivre son intuition. Et alors François, peut-être à l'inverse maintenant, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours entrepreneurial où vous avez eu j'ai envie d'appeler ça, enfin on appelle ça un moment d'illumination, une idée géniale ou une révélation qui ont fait un peu basculer les choses en votre faveur ou qui ont permis à votre business de prendre une nouvelle direction positive? Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment et quelles sont les actions qui ont contribué à ce moment? Le mythe de penser qu'à un moment donné tout bascule et que tout se passe du jour au lendemain, c'est vraiment un mythe, on va dire. C'est-à-dire que tout se construit jour par jour, heure par heure, minute par minute, et par le fruit de énormément de travail. Ce qui nous a vraiment fait décoller, c'est au bout de 2 ans et demi d'opération à Paris. Je me suis dit que si on voulait vraiment exister, il fallait qu'on soit aussi américain. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer mon associé américain à l'époque. Et donc on est parti faire un sorte de roadshow pour tester le marché américain, voir s'il y avait une appétence pour notre concept. Et ça nous a pris 2 fois 6 semaines où on a parcouru plus de 20 villes, rencontré plus de 500 personnes pour se dire il y a peut-être une chance ou il y a peut-être une opportunité. Et donc on s'est installé à Los Angeles. On a réussi à convaincre Boeing d'héberger notre premier événement et ensuite, alors encore une fois, ça s'est pas fait simplement, mais on a signé quasiment tous les acteurs américains en 1 an. Et donc quand on est revenu en Europe en disant maintenant on bosse avec tous les Américains, là effectivement on a changé d'image auprès de nos interlocuteurs européens. On était devenu global et on commençait à devenir un acteur qui compte. C'est-à-dire nos clients, les grands groupes européens commençaient à se demander commençaient à réaliser qu'il se passait quelque chose. C'était plus juste une idée, c'était plus juste un amorçage, mais qu'il y avait vraiment une tendance de fond qui se produisait et qu'on devenait l'un des acteurs incontournables du domaine. Tribu Digital, ne restez pas enfermés, allez à la rencontre de votre marché, écoutez-le, validez-le en allant sur le terrain. Alors François, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles? En quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit retenir comme leçon de votre expérience? Il faut croire à son idée. C'est un exercice compliqué parce qu'il faut à la fois croire en son idée et en être convaincu qu'on a raison, on est sur le bon chemin, et à la fois écouter les signaux pour s'adapter, se renouveler et se remettre en question en fait. Donc c'est vraiment un exercice un peu schizophrène où il faut être à la fois un gros bulldozer ou un énorme navire capable de percer les vagues contre vents et marées, et à la fois avoir l'agilité d'un petit oiseau pour s'adapter, prendre les courants ou les vents ascendants et voilà, et écouter ce qu'on nous dit en permanence. Voilà. J'adore cette réponse. Tribu Digital, soyez à la fois un bulldozer et un oiseau. On va la garder pour les notes, celle-là. Alors, François, merci beaucoup. Nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash déjà. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, allez-y. Alors, quelle est votre définition du succès?
Pour moi, la définition du succès, c'est la manière dont les autres vous regardent et vous considèrent. À quoi ressemble votre journée type? Lever tôt, café et news, un peu de sport, petit déjeuner à 7h et puis premier appel à 7h30, 8h, plutôt avec l'Europe. Et puis ensuite la journée démarre en Californie et en fin de journée c'est plutôt les coups de fil avec l'Asie. Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour qui vous aide dans vos affaires? Ouais, j'essaye de faire une demi-heure, 3/4 d'heure de sport tous les matins entre 6h et 7h avant de démarrer la journée. Alors si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Tiens, là, il y a un livre que j'ai bien aimé, c'est un livre de Peter Thiel qui s'appelle Zero to One. Oui. Et principalement, qui explique que c'est vraiment le décollage le plus dur. Voilà, passer de 0 à 1, c'est beaucoup plus dur que de passer de 1 à 2. Alors, quels outils ou applis, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Mais ce qui m'a permis de me développer de cette manière, c'est vraiment mon iPhone avec toutes les applications de voyage. Là, je prends l'avion 200 fois par an. J'ai utilisé Uber 400 fois l'année dernière. Voilà, sans ces outils de productivité, je pense que on n'aurait pas pu se développer aussi vite. Alors évidemment, vous êtes dans le spatial, vous êtes dans l'exploration et les idées folles, mais qu'est-ce qui vous inspire, vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Encore une fois, moi c'est le déplacement plus rapide. Voilà, c'est comment on peut gagner du temps pour aller d'un point à un autre, pour aller au travail, pour partir en vacances, et pour le faire à un moindre coût et avec le temps le plus rapide, parce que on a autre chose à faire que d'être assis dans une voiture on va dire, à perdre son temps. Et peut-être que Starbust sera à l'origine de la première machine à voyager dans le temps, car nous arrivons à la question Back in Time, qui est ma préférée. Alors imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Je pense que j'aurais essayé d'être entrepreneur plus tôt au final, parce qu'on apprend tellement de choses à créer sa propre entreprise, et quelle qu'elle soit au final. C'est vrai que moi j'ai essayé de combiner ma passion profonde avec l'entrepreneuriat, sauf que l'aéronautique c'est compliqué, ça prend du temps. J'aurais peut-être aimé créer une start-up plus simple dans le domaine des services ou de logiciels quand j'étais plus jeune. Tribu Digital, vous l'entendez souvent ici, n'attendez pas. François, merci beaucoup. On est déjà à la fin de l'épisode. Alors, merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de François vous inspirera à faire le grand saut. Alors, François, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? On peut pas se lancer tout seul, ça c'est le premier point. Donc trouver une bonne équipe, 2-3 associés complémentaires, et ensuite voir large. Voilà, c'est pas se contenter à développer ou à vouloir développer une application ou un service pour son pays ou pour sa ville, mais il faut avoir de grosses ambitions et voir le plus grand possible. Tribu Digital, ne restez pas seul et voyez grand. Il y a le cosmos autour de cette belle planète et il ne demande qu'à être exploré. François, vraiment encore merci. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. Ce fut vraiment un plaisir et un honneur. Alors avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Moi j'utilise beaucoup LinkedIn, un peu moins Twitter, et c'est là où je poste un peu nos évolutions, nos progrès, et la manière dont Starburst évolue et accompagne ses startups. Est-ce qu'il y a un site internet aussi peut-être sur lequel on peut vous trouver? Bien sûr, oui, c'est starburst.aero.
Très simple. Tribu Digital, vous venez d'entendre François Chopard partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez François dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de François sur starburst.aero et de le suivre sur ses réseaux sociaux, LinkedIn, un peu moins Twitter. François, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec François. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter et Instagram, @RevoDigital et Facebook/Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!